La robe grenat me serrait la taille alors que j'ajustais le fermoir pour la 3e fois, fixant mon reflet dans le miroir du couloir. À 62 ans, j'avais appris à m'habiller pour me forger une armure plutôt que pour la beauté. Le dîner de famille de ce soir exigerait les deux. Le tissu épousait des courbes qui s'étaient adoucies au fil des décennies. Mais ma colonne vertébrale restait droite, mes épaules carrées. 28 ans de mariage avec Pierre m'avaient appris à afficher de la force même quand je me sentais tout sauf forte. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de commenter d'où vous regardez. Maman, tu es ravissante. La voix de mon fils Lucas fusa depuis le salon, avec cette intonation particulière qu'il employait quand il avait besoin de quelque chose. À 35 ans, il vivait encore dans notre pavillon d'amis, sous prétexte d'économiser pendant que sa femme, Chloé, terminait ses études d'infirmière. L'arrangement qui devait durer 6 mois s'était étiré sur 2 ans. Je touchais le collier de perles que Pierre m'avait offert pour un anniversaire, à l'époque où il se souvenait encore des anniversaires, et me dirigeais vers la salle à manger. L'odeur du poulet rôti emplissait la maison, une recette que j'avais perfectionnée il y a des décennies. Mais ces derniers premiers temps, j'avais plus l'impression de nourrir des étrangers que ma famille. Chloé se tenait près de l'îlot de la cuisine, ses cheveux blonds relevés en un chignon parfait, son sourire étudié déjà en place. Elle portait une nouvelle robe, de créateur à en juger par la coupe, et je me suis surprise à me demander comment une étudiante infirmière pouvait s'offrir un tel luxe. Son rire crissait comme du verre brisé, alors qu'elle répondait à quelque chose que Pierre disait. « Eliane, te voilà !» dit Pierre sans lever les yeux de son téléphone. Chloé nous racontait justement son stage clinique à l'hôpital. Des choses fascinantes. J'acquiesçais, prenant ma place en bout de table, une position que j'avais revendiquée par défaut lorsque Pierre avait commencé à travailler plus tard et à rentrer à la maison, sentant un parfum de luxe qui n'était pas le mien. L'ironie de devoir me battre pour mon autonomie dans ma propre salle à manger ne m'échappait pas. « Le service des urgences est si intense, » poursuivit Chloé, la voix pétillante d'enthousiasme. « Hier, on a eu cette dame âgée qui est arrivée, complètement perdue, avec ses médicaments. C'est incroyable, la vitesse à laquelle les gens peuvent perdre le fil de leurs propres affaires. » Quelque chose dans son ton me fit marquer une pause, la fourchette à mi-chemin de ma bouche, la façon dont elle avait appuyé sur « dame âgée », le léger regard qu'elle avait jeté dans ma direction. Mais Lucas hochait la tête, et Pierre se resservait déjà un verre de vin, son 3e de la soirée. « C'est pourquoi il est si important d'avoir le soutien de la famille », ajouta Chloé, tendant la main par-dessus la table pour serrer celle de Lucas. « Les gens ont besoin de quelqu'un pour veiller sur eux quand ils ne peuvent plus se débrouiller seuls. » Le poulet se transforma en sueur dans ma bouche. J'avais déjà entendu des variations de cette conversation, généralement lorsqu'il me croyait à l'étage ou dans le jardin. Des suggestions douces sur le fait que je devenais étourdie, que la gestion des finances du foyer devenait trop complexe pour moi, que ce serait peut-être plus simple si Lucas reprenait les comptes. « Maman a été un peu dispersée ces derniers instants, » dit Lucas, et mon sang se glaça. « N'est-ce pas, maman? La semaine dernière, tu ne te souvenais plus où tu avais mis les clés de ta voiture. » Je posai ma fourchette avec précaution. « Elles étaient dans la poche de ta veste, Lucas, là où tu les avais laissées après avoir emprunté ma voiture. » Le sourire de Chloé ne faiblit pas. « La mémoire peut nous jouer des tours à tous. » La conversation continua autour de moi. On parla de la remise de diplôme imminente de Chloé, des perspectives de promotion de Lucas à la compagnie d'assurance, du dernier voyage d'affaires de Pierre à Lyon. J'écoutais avec l'attention détachée de quelqu'un qui regarde une pièce de théâtre, notant les regards échangés entre Chloé et Lucas, la façon dont les réponses de Pierre semblèrent tout répéter. Mon téléphone vibra contre ma jambe. J'avais oublié qu'il était dans la poche de ma robe. Numéro inconnu. J'ai failli l'ignorer, mais quelque chose m'a poussé à regarder l'écran. « Vérifiez votre sac à main. Votre belle-fille y a mis quelque chose. » Mon cœur martelait mes côtes. Je levai les yeux et vis Chloé qui m'observait, ce sourire parfait toujours en place. Mais ses yeux étaient calculateurs, froids. « Tout va bien, ma chère ?» demanda-t-elle.
Très bien, réussis-je à dire, ma voix stable malgré l'adrénaline qui parcourait mes veines. Juste le travail. Je m'excusais pour aller aux toilettes, emportant mon sac à main avec moi. Une habitude que Chloé avait un jour qualifiée de paranoïaque. Dans l'intimité des toilettes du rez-de-chaussée, j'ouvris le sac en cuir avec des doigts tremblants. Là, nichée sous mon portefeuille, se trouvait une petite enveloppe blanche que je n'avais jamais vue auparavant. Mon nom était écrit à l'extérieur en lettres capitales. Pas l'écriture fluide de Chloé, ni les pattes de mouche de Lucas. À l'intérieur, une seule feuille de papier, avec un texte photocopié. Un testament. Mon testament, mais pas celui que j'avais signé il y a 3 ans, avec mon avocat. Cette version laissait tout. La maison, les placements, le compte d'épargne, dont Pierre ignorait l'existence, à Lucas et Chloé. Ma signature semblait parfaite, attestée et notariée. Même la date était récente. Il y a 2 semaines, quand j'étais à la maison avec une grippe, pour laquelle Chloé m'avait gentiment apporté de la soupe. La pièce se mit à tanguer. Je m'agrippai au comptoir en marbre, fixant mon reflet dans le miroir. La femme qui me regardait avait été bernée, mais ses yeux n'étaient pas plus confus ou incertains. Ils étaient furieux. Je pris une photo du document avec mon téléphone, puis remis soigneusement le tout dans mon sac. Quand je retournai dans la salle à manger, mes pas étaient mesurés, mon expression neutre. « Tu te sens mieux ?» demanda Chloé avec une sollicitude qui aurait semblé sincère à quiconque n'aurait pas découvert ce que je venais de trouver. « Beaucoup mieux, » dis-je en me rasseyant. « En fait, je pense que je vais rentrer tôt ce soir. J'ai de la paperasse à rattraper. » Lucas fronça les sourcils. « Maman, tu viens d'arriver. Chloé a fait un dessert. Je suis sûre qu'il est délicieux, mais j'ai des documents importants à examiner. » Je me levai, embrassant la joue de Lucas avec une chaleur maternelle bien rodée. « Merci pour le dîner, Chloé. C'était très instructif. » Pierre leva à peine les yeux alors que je rassemblais mes affaires. « Conduis prudemment, Eliane. » Alors que je marchais vers ma voiture, je sentais leur regard sur moi à travers la fenêtre de la salle à manger. Je pris mon temps pour régler les rétroviseurs, démarrer le moteur, sortir lentement de l'allée, juste pour paraître prudente et méthodique, comme il s'y attendait. Mais mes mains étaient des fermes sur le volant, et mon esprit était d'une clarté cristalline pour la première fois depuis des mois. Tandis que je traversais les rues tranquilles de la banlieue en direction du centre-ville, je ne rentrais pas chez moi pour examiner de la paperasse. Je me rendais directement au commissariat de police. Le SMS du numéro inconnu reposait sur le siège passager comme une bouée de sauvetage. Et je me suis surprise à me demander qui était mon ange gardien anonyme. Quelqu'un qui avait observé, quelqu'un qui avait percé le jeu de Chloé avant moi. Le parking du commissariat était presque vide à 20h30 un mardi soir. Assise dans ma voiture, rassemblant mon courage, mon téléphone vibra de nouveau. « Vous êtes plus forte qu'ils ne le pensent. Ne les laissez pas gagner. » Je fixai le message, puis mon reflet dans le rétroviseur. La femme qui me regardait n'était pas la mère vieillissante et confuse qu'ils avaient voulu que je devienne. Elle avait 62 ans. Elle était propriétaire de sa maison, avait 40 ans d'expérience professionnelle et venait de surprendre sa famille dans un acte de fraude qui pourrait tous les détruire. La question était: qu'allais-je faire à ce sujet? L'inspectrice Sophie Dubois paraissait plus jeune que mon fils, mais ses yeux portaient le poids de quelqu'un qui avait vu assez de laideur humaine pour remplir plusieurs vies. Elle étudia la photocopie du testament avec l'attention méthodique d'un chirurgien, levant parfois les yeux vers moi avec des expressions que je ne parvenais pas à déchiffrer. « Madame Moreau, vous êtes certaine de ne pas avoir signé ce document? » « Absolument certaine. » Je me redressais sur la chaise en plastique inconfortable. Je n'ai pas révisé mon testament depuis que mon mari et moi nous sommes séparés, il y a 3 ans. Mon avocat détient la seule copie légitime. Le mot « séparé » semblait encore étrange sur ma langue. Pierre et moi n'avions jamais divorcé. Trop cher, trop compliqué, trop définitif. Au lieu de cela, nous nous étions installés dans un arrangement où il gardait l'appartement du centre-ville et je gardais la maison du Vésinet, ainsi que la plupart des responsabilités et aucune compagnie. L'inspectrice Dubois prit une note
Et vous pensez que votre belle-fille a placé ceci dans votre sac à main pendant le dîner ce soir? Je sais qu'elle l'a fait. Je ne laisse jamais mon sac sans surveillance, mais je l'ai posé quand j'ai aidé à porter les plats à la cuisine. Chloé s'est portée volontaire pour aider à débarrasser. Le souvenir me paraissait différent maintenant, teinté de calcul plutôt que de courtoisie. Elle a insisté pour que je m'assoie, disant qu'elle pouvait s'en occuper. « Ces messages textes !» dit Dubois, faisant défiler les captures d'écran que je lui avais montrées. « Une idée de qui les a envoyés ?» Je secouai la tête. Mais qui que ce soit, cette personne m'a sauvé de quelque chose de terrible. Si je n'avais pas vérifié mon sac, si j'étais rentrée chez moi sans savoir... Je m'interrompis, imaginant le jeu à long terme de Chloé. Combien de temps avant qu'il ne m'ait fait déclarer inapte? Combien de temps avant que ma propre maison ne soit vendue sous mon nez? Nous devrons vérifier l'authenticité du document, dit Dubois. Avez-vous accès à votre testament original? Il est dans mon coffre-fort, au Crédit Populaire. Je peux le récupérer demain. Dubois se pencha en arrière sur sa chaise. Madame Moreau, je dois vous demander, y a-t-il des antécédents de litiges financiers avec votre fils et votre belle-fille? La question que je redoutais. Je pensais aux prêts étudiants de Lucas, que Pierre et moi avions cosignés, aux dettes de carte de crédit de Chloé d'avant leur mariage, aux chèques mensuels que je faisais pour les aider avec leurs dépenses pendant que Chloé finissait ses études. Ils vivent dans mon pavillon d'amis depuis 2 ans, dis-je finalement. Sans loyer. Je paie leurs charges. J'achète les courses pour les dîners de famille, 2 fois par semaine. Lucas gère certains de mes comptes domestiques depuis que je me rattrapais. Depuis qu'ils m'ont convaincu que je devenais étourdie. Quel genre de compte? Le câble, l'électricité, l'eau, des petites choses. Mais le mois dernier, j'ai remarqué que le solde de mon compte d'épargne était plus bas que prévu. Quand j'ai demandé à Lucas, il a dit que j'avais dû oublier des paiements automatiques que j'avais autorisés. Le stylo de Dubois glissait sur son bloc-notes. Plus bas de combien? 9 000 €. Le chiffre flottait entre nous comme une accusation. Lucas a dit que c'était pour des rénovations, refaire la salle de bain du pavillon, réparer le toit. Mais je n'ai jamais vu d'entrepreneur. L'expression de l'inspectrice s'aiguisa. « Madame Moreau, avez-vous vérifié vos autres comptes récemment ?» Un frisson me parcourut l'échine. « Que voulez-vous dire? S'ils ont accès à un compte, ils pourraient avoir accès à d'autres. Quand avez-vous examiné vos relevés bancaires en détail pour la dernière fois ?» J'essayais de me souvenir. Chloé avait commencé à m'apporter mon courrier, l'organisant obligeamment en pile. Factures ici, publicité là, relevés bancaires rangés en lieu sûr pour que je ne les perde pas. Quand avais-je cessé de les ouvrir moi-même? Je dois appeler ma banque, dis-je en attrapant mon téléphone. Madame Moreau, dit doucement Dubois, il est presque 22 heures. La banque ne rouvrira que demain matin. Mais je vous suggère fortement de vérifier tous vos comptes dès la première heure demain et d'envisager de changer tous les mots de passe ou codes d'accès que votre fils pourrait avoir. Le trajet de retour à la maison me parut surréaliste. Mon propre quartier semblait étranger dans l'obscurité, comme un décor de film conçu pour paraître familier. Je me garai dans mon allée et restai assise un instant, fixant les fenêtres du pavillon d'amis. Les lumières étaient allumées. Lucas et Chloé étaient à la maison, se demandant probablement où j'avais disparu après le dîner. Mon téléphone vibra. Lucas. « Maman, tu es partie si brusquement ce soir. Tu te sens bien? Chloé s'inquiète pour toi. » Je fixai le message, mon pouce planant au-dessus du clavier. Il y a 3 heures, je me serais excusée, les aurais rassurés. Peut-être même aurais-je remercié Chloé pour sa sollicitude. Maintenant, je voyais ce que c'était. Une tentative de savoir à quel point je me doutais de quelque chose. Je vais bien, juste fatiguée. On parlera demain, Lucas. Peut-être qu'on devrait déjeuner demain. Chloé pense que ça te ferait du bien de parler à quelqu'un du stress que tu subis. Quelqu'un. Un médecin, un thérapeute. Quelqu'un qui pourrait donner un avis professionnel sur mon état mental.
créant une trace écrite pour une procédure d'inaptitude. « Eliane, on parlera demain. » J'éteignis mon téléphone et entrai. La maison semblait différente. Chaque recoin semblait receler des secrets auxquels j'avais été aveugle. Dans mon bureau, j'ouvris le classeur où je gardais les documents importants. Lucas avait une clé de cette pièce. Je la lui avais donnée quand il avait proposé de m'aider avec mes impôts l'année dernière. Mes mains tremblaient en fouillant dans les dossiers. Police d'assurance, relevé de placement, déclaration de revenus. Tout semblait normal. Mais en même temps, je n'avais pas cherché d'anomalie. Le dossier du portefeuille d'investissement était plus mince que dans mon souvenir. J'étalais le contenu sur mon bureau, essayant de me rappeler ce qui devrait s'y trouver. Les relevés de Fidelity, oui. Les certificats d'obligation de la succession de mon père. Mais où étaient les certificats d'action de l'entreprise technologique pour laquelle Pierre avait travaillé? Celle que nous avions achetée pendant le boom de l'introduction en bourse et que nous avions oubliée jusqu'à ce qu'elle vale une petite fortune. Disparue. Je cherchais dans chaque dossier, chaque tiroir, rien. Soit je perdais la tête, soit quelqu'un avait très soigneusement édité ma vie financière. Mon ordinateur portable était fermé sur le bureau. Je ne l'avais pas utilisé depuis des semaines. Lucas m'avait configuré la banque en ligne, disant que ce serait plus simple que de conduire jusqu'à la banque. Tout ce que j'avais à faire était de l'appeler quand j'avais besoin de vérifier quelque chose ou de faire un virement. Je l'ouvris et me rendis sur le site de ma banque. Quand j'essayais de me connecter, le système m'informa que mon mot de passe avait été récemment modifié. Question de sécurité. Quel était le nom de votre premier animal de compagnie? Je tapais Moustache, le nom du chat de mon enfance. Accès refusé. 3 autres tentatives avec des variantes. Rien. Quelqu'un avait changé non seulement mon mot de passe, mais aussi mes questions de sécurité. La pièce tourna. Je m'agrippais au bord du bureau, me forçant à respirer. Il ne s'agissait pas seulement d'un faux testament. C'était un vol systématique et calculé. Et cela durait depuis des mois, peut-être des années. Mon téléphone sonna. Le fixe, pas le portable. J'avais oublié que j'avais encore une ligne fixe. « Allô? Est-ce bien Eliane Moreau? » « Oui. Je m'appelle Catherine Lambert. Je suis détective privée. Je crois que vous avez reçu des messages textes ce soir qui vous ont conduite à découvrir quelque chose d'important. » Mon cœur s'emballa. « C'est vous qui les avez envoyés? » « Oui. Madame Moreau, je pense que nous devons nous rencontrer ce soir si possible. Ce que votre famille vous fait, vous n'êtes pas la première victime que je rencontre. » Victime. Le mot me semblait étranger. L'abus financier des personnes âgées est plus courant qu'on ne le pense, et il est souvent perpétré par des membres de la famille. J'observe votre fils et votre belle-fille depuis 3 semaines. Vous les observez? Pourquoi? Une pause. Parce que quelqu'un m'a engagé pour le faire. Quelqu'un qui se soucie de vous et qui soupçonnait ce qui se passait. Pouvez-vous me retrouver au café Le Relais sur la Nationale 7? C'est un lieu public, bien éclairé. Vous serez en sécurité. Je regardais autour de moi dans ma maison, mon sanctuaire qui ne me semblait plus sûr. Par la fenêtre de la cuisine, je pouvais voir Lucas et Chloé s'affairer dans le pavillon d'amis. Surveillaient-ils si mes lumières s'allumaient? Attendaient-ils de voir si je rentrais, si j'agissais différemment? « Madame Moreau, êtes-vous là? »« Je suis là. Donnez-moi 20 minutes. » Catherine Lambert n'avait rien de ce à quoi je m'attendais. La cinquantaine, des cheveux bruns parsemés de gris, tirés en une queue de cheval pratique, vêtue d'un jean et d'une veste en cuir. Elle ressemblait plus à une mère de famille qu'à une détective privée. Mais sa poignée de main était ferme, et ses yeux étaient montés bienveillants d'une manière qui me donnait envie de lui faire confiance. « Merci d'être venu, » dit-elle alors que nous nous glissions dans une banquette d'angle. Je sais que tout cela doit être bouleversant. « Qui vous a engagé? » demandai-je sans préambule. Catherine sourit. « Votre voisine, Madame Chartier. Evelyne Chartier, de la Maison Bleue, au bout de la rue. » Evelyne, je la connaissais à peine. Une veuve d'environ 70 ans qui était assez discrète et qui entretenait le plus beau jardin du quartier.
Nous avions échangé des banalités au fil des ans, mais rien de plus. Evelyne s'inquiète pour vous depuis des mois, continua Catherine. Elle a remarqué des changements dans votre routine, a vu votre fils aller et venir à des heures étranges, a observé des interactions entre vous et votre belle-fille qui ne lui plaisaient pas. Evelyne a vécu quelque chose de similaire avec ses propres beaux-enfants après la mort de son mari. Elle a reconnu les signes. Quels signes? L'isolement. Quelqu'un d'autre qui contrôle votre courrier, vos rendez-vous, vos interactions sociales. Votre belle-fille a été très prudente pour se positionner comme votre aidante, tout en sapant simultanément votre confiance en vos propres capacités. Je repensais à l'année écoulée. Les corrections douces quand j'oubliais quelque chose, les regards inquiets quand j'oubliais un nom ou une date, les offres de s'occuper des choses qui devenaient trop compliquées pour moi. C'est ce qu'on appelle le détournement cognitif, dit Catherine. Et votre famille y a été très douée. Le café avait un goût amer, mais je le bus quand même, ayant besoin de la caféine pour tout assimiler. À quel point est-ce grave? Catherine sortit une tablette et me montra des photographies. Lucas sortant de ma banque, avec ce qui ressemblait à des papiers importants. Chloé chez un bijoutier du centre-ville, vendant des objets que je reconnus comme appartenant à la collection de ma mère. Des relevés bancaires montrant des virements que je n'avais jamais autorisés. Au cours des 18 derniers mois, environ 250 000 € ont été déplacés de vos comptes, dit Catherine tranquillement. Une partie en grosse somme, une autre en plus petit montant, pour éviter de déclencher les alertes automatiques de fraude. 250 000 €. Je m'adossais sur la banquette en vinyle, comme si j'avais reçu un coup de poing. Le faux testament était probablement leur coup final, continua Catherine. Une fois qu'ils auraient le contrôle légal de votre succession, ils auraient pas pu accélérer le processus. Mais le fait que vous l'ayez découvert ce soir change tout. Que dois-je faire maintenant? L'expression de Catherine devint sérieuse. Cela dépend du type de justice que vous voulez, Eliane, et jusqu'où vous êtes prête à aller pour l'obtenir. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Au lieu de cela, je suis restée assise à ma table de cuisine avec la carte de visite de Catherine, le numéro de téléphone d'Evelyne Chartier et une pile croissante de documents qui racontaient l'histoire de ma propre destruction systématique. À l'aube, j'avais passé 17 appels, envoyé 32 emails et commencé le processus de reconquête de ma vie. Le premier appel fut pour mon avocat, maître Kyle Leroy, à 6h30 du matin. Sa secrétaire dit qu'il ne prenait pas d'appel avant 9h, mais quand je mentionnais la fraude et les faux documents, Kyle fut en ligne en quelques minutes. « Eliane, que me dites-vous exactement? Je vous dis que quelqu'un me vole depuis 18 mois et qu'ils ont falsifié mon testament pour le rendre légal. » Ma voix me semblait différente, plus dure, plus certaine. « J'ai besoin que vous geliez tous mes comptes, que vous révoquiez toute procuration que j'aurais pu signer sans le savoir, et que vous vous prépariez à une bataille juridique. » Le deuxième appel fut pour Evelyne Chartier. « Bonjour, ma chère, » dit-elle comme si elle m'attendait. « Je suppose que vous avez rencontré Catherine. Pourquoi n'êtes-vous pas venue me voir directement? » Evelyne resta silencieuse un moment. « Parce que j'ai essayé, Eliane, 3 fois au cours des 6 derniers mois. Chaque fois, votre belle-fille a répondu à la porte et m'a dit que vous dormiez, que vous ne vous sentiez pas bien ou que vous étiez trop confuse pour avoir des visiteurs. Elle était très polie à ce sujet. Je me souvins de ces occasions maintenant. Des après-midi où Chloé m'avait suggéré de faire des siestes, des soirées où elle avait filtré mes appels téléphoniques. L'isolement prudent avait été si progressif, si aimant dans sa présentation, que je ne l'avais jamais remis en question. « J'aimerais vous rencontrer convenablement, » dis-je. « Voudriez-vous prendre un café avec moi ce matin? J'en serais ravie. Mais pas chez vous, ma chère, et pas chez moi. Retrouvons-nous quelque part où ils ne peuvent pas nous surveiller. » Evelyne Chartier fut une révélation. 74 ans, des cheveux d'argent et des yeux bleus perçants. Elle se déplaçait avec la grâce prudente de quelqu'un qui avait appris à ne pas afficher ses capacités. Autour d'un café dans un établissement du centre-ville,
Elle me raconta sa propre expérience d'abus financier des aînés. Les enfants de mon défunt mari de son premier mariage, dit-elle en remuant du miel dans son thé. Ah, ils l'ont convaincu que je développais une démence, l'ont amené à signer des documents, leur donnant le contrôle de ses finances. Au moment de sa mort, ils avaient réussi à réclamer la moitié de sa succession, comme leur étant légitimement due d'avant notre mariage. « Comment vous êtes-vous battu ? » « Je ne l'ai pas fait. Au début, j'étais trop choquée, trop blessée. Je leur ai laissé ce qu'ils voulaient, juste pour que ça s'arrête. » La mâchoire d'Evelyn se serra. « La plus grosse erreur de ma vie. Cela leur a appris que j'étais faible, que l'on pouvait me bousculer. Ils sont revenus en demander plus, bien sûr. Qu'avez-vous fait alors ?» Le sourire d'Evelyn était aussi vif que le soleil d'hiver. « Je suis devenue méchante, ma chère. Très, très méchante. » Elle avait engagé Catherine Lambert 2 ans plus tôt pour enquêter sur les finances de ses beaux enfants, découvrant un schéma d'abus des aînés ciblant plusieurs victimes. Ensemble, elles avaient monté des dossiers qui avaient abouti à des accusations criminelles et à un dédommagement complet. « Mais le plus important, dit Evelyn en se penchant en avant, c'est que j'ai cessé de me soucier de préserver des relations qui étaient toxiques. J'ai cessé d'essayer d'être la belle-mère compréhensive, la veuve gracieuse, la femme qui maintenait la paix à tout prix. » Ces mots me frappèrent comme de l'eau froide. Combien de ma vie avais-je passé à être accommodante ? Combien de fois avais-je ravalé mes inquiétudes pour que les choses restent agréables ? « Parlez-moi de votre plan, » dis-je. Catherine nous rejoignit 1 heure plus tard, étalant des documents sur la table du café comme un général planifiant une campagne. Les preuves qu'elle avait recueillies étaient stupéfiantes. Pas seulement le vol financier, mais une trace écrite montrant la campagne méthodique de Chloé pour m'isoler de mes amis et de mes systèmes de soutien. « Elle intercepte votre courrier depuis 8 mois, dit Catherine, me montrant des photos prises depuis la fenêtre d'Evelyn. Facture médicale, relevé bancaire, correspondance de votre conseiller financier. Tout est passé par elle d'abord. Je fixais les photos de surveillance de ma propre vie. Chloé vérifiant ma boîte aux lettres. Lucas entrant dans ma maison avec des clés que j'avais oublié de lui donner. Tous les 2 chargeant des boîtes dans leur voiture depuis mon garage. Des objets que j'avais supposés donner à des œuvres de charité étaient en fait vendus en ligne. La porcelaine de ma mère, murmurai-je, reconnaissant un plat de service bleu distinctif. Chloé avait dit qu'elle l'avait emmené pour une expertise pour l'assurance. Vendu sur eBay pour 950 €, confirma Catherine. Avec les bijoux de votre grand-mère, la collection de livres de votre père et environ 40 autres objets de valeur. La rage qui m'envahit était propre et froide. Pas la colère chaude de la trahison, mais quelque chose de plus concentré, de plus utile. « Quelles sont mes options ?» demandai-je. Catherine exposa 3 voies. La première était la poursuite pénale. Fraude, vol, faux et usage de faux. Ce serait désordonné, public et détruirait complètement la vie de Lucas et Chloé. La seconde était le litige civil, poursuivre en justice pour obtenir réparation, ce qui prendrait des années et pourrait ne pas tout récupérer. La troisième était ce qu'elle appelait la justice stratégique, c'est-à-dire que nous leur rendons impossible de continuer leur style de vie actuel, mais nous leur donnons une chance de réparer les choses. S'ils coopèrent pleinement, rendent tout ce qu'ils ont volé, se soumettent à une surveillance financière, acceptent les conséquences, ils pourraient éviter la prison. Evelyn secoua la tête. Eliane, j'ai essayé l'approche miséricordieuse. Ça ne marche pas avec des gens comme ça. Ils voient la pitié comme une faiblesse. Mais je pensais déjà au-delà de la pitié ou de la vengeance. Je pensais au pouvoir. Il y a une 4e option, dis-je lentement. On va leur laisser croire qu'ils ont gagné. On va leur laisser croire que je suis exactement aussi faible et confuse qu'ils l'ont dit à tout le monde. Et puis on va systématiquement détruire leur capacité à victimiser qui que ce soit d'autre. Catherine haussa un sourcil. C'est plus complexe et plus risqué, mais plus permanent. Je croisais le regard des 2 femmes. Je ne veux pas seulement récupérer mon argent. Je veux m'assurer qu'ils ne feront jamais ça à une autre famille. Cet après-midi-là, je suis rentrée chez moi
et j'ai joué le rôle le plus difficile de ma vie. J'ai appelé Lucas, la voix soigneusement tremblante, et je lui ai demandé de passer parce que j'étais confuse au sujet de paperasse. Il est arrivé en quelques minutes, Chloé sur ses talons, tous deux arborant des expressions de sollicitude aimante qui m'auraient complètement trompée 24 heures plus tôt. « Maman, tu as l'air contrariée, » dit Lucas, prenant mes mains dans les siennes. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» Je regardais autour de mon salon comme si je le voyais pour la première fois. Je ne trouve pas certains papiers importants, mon testament, mes documents de placement. J'ai tellement peur de les avoir mis quelque part et d'avoir oublié. Les yeux de Chloé s'illuminèrent de ce que je reconnaissais maintenant, comme un intérêt prédateur. Oh, Eliane, ça doit être si effrayant. Les problèmes de mémoire peuvent être vraiment sérieux à votre âge. J'ai appelé la banque ce matin, mais ils ont dit que mon mot de passe avait été changé. Je ne me souviens pas de l'avoir changé. Je laissai ma voix se briser légèrement. Et si quelque chose n'allait pas dans ma tête? Lucas et Chloé échangèrent un regard. Rapide, triomphant, calculateur. « Maman, » dit doucement Lucas. Chloé et moi avons discuté. Nous pensons qu'il est peut-être temps d'envisager que quelqu'un t'aide à gérer ce genre de choses. Juste jusqu'à ce que tu te sentes plus toi-même. Tu veux dire toi? Eh bien, oui. Je pourrais m'occuper de tes factures, m'assurer que rien ne se perd ou ne s'oublie. Ça te soulagerait. Chloé acquiesça avec enthousiasme. Et je pourrais aider avec les rendez-vous médicaux, la gestion des médicaments. Je suis presque infirmière, après tout. Je les regardais, me laissant paraître dépassée et reconnaissante. Vous feriez vraiment ça pour moi? Bien sûr, maman. On t'aime. Les mots sonnaient comme de l'acide. Mais je souris et serrai la main de Lucas. Je ne sais pas ce que je ferais sans vous deux. Ce soir-là, après leur départ avec la promesse de s'occuper de tout dès le lendemain, je me suis assise dans ma voiture devant la maison d'Evelyne et j'ai appelé Catherine. « Ils ont mordu à l'hameçon, » dis-je. « Ils vont accélérer leur calendrier maintenant qu'ils pensent que je suis complètement docile. Êtes-vous sûre de vouloir faire ça, Eliane? Une fois que nous aurons commencé, il n'y aura pas de retour en arrière. » Je pensais à la façon dont Chloé avait souri quand j'avais mentionné les problèmes de mémoire. Le regard calculateur dans les yeux de Lucas quand j'avais proposé de signer le contrôle financier. Le soulagement dans leur voix quand ils pensaient que j'avais enfin craqué. Le retour en arrière signifiait que je me faisais lentement assassiner par la gentillesse pendant que mon propre fils me volait aveuglément. « Il n'y a nulle part où retourner, » dis-je. « Très bien alors. Evelyne et moi surveillerons tout. Au moment où ils feront leur coup, nous les aurons. » Mais en raccrochant, je réalisais que je n'étais plus intéressée à simplement les prendre sur le fait. Je voulais qu'ils comprennent ce que ça faisait, de voir leur monde systématiquement démantelé par quelqu'un qu'ils avaient sous-estimé. Je voulais qu'ils sachent exactement ce que ça faisait d'être une proie. Le lendemain matin, j'ai appelé Lucas avec une autre performance parfaitement élaborée. La voix tremblante, je lui ai dit que j'avais passé une nuit terrible, que j'étais effrayée et confuse. Et s'il pouvait, s'il vous plaît, passer tout de suite. « J'ai trouvé des papiers, » dis-je quand il arriva. « Mais je ne comprends pas ce qu'ils signifient. » Je lui tendis le faux testament, celui qu'il pensait que je n'avais jamais découvert. Le visage de Lucas passa par une série d'expressions. Surprise, inquiétude, puis autre chose. Quelque chose qui ressemblait presque à de la déception que leur grande révélation ait été gâchée. « Maman, où as-tu trouvé ça? » C'était dans mon sac à main, mais je ne me souviens pas de l'y avoir mis. Je le regardais avec de grands yeux effrayés. « Lucas, est-ce que j'ai signé ça? Je ne me souviens pas de l'avoir signé. »« Laisse-moi regarder, » dit-il. Mais je le voyais réfléchir à toute vitesse. Ils devraient ajuster leur calendrier maintenant, agir plus vite que prévu. Parfait. Alors que Lucas faisait semblant d'étudier le document avec inquiétude, je pensais à l'équipement de surveillance de Catherine, déjà en place, à la documentation minutieuse d'Evelyne sur leurs allées et venues, à la toile que nous tissions autour d'eux, alors qu'ils se prenaient plat pour les araignées. « Maman, » dit finalement Lucas, « je pense que tu devrais voir un médecin.
Ses problèmes de mémoire deviennent sérieux. J'acquiesçai avec empressement. Tu m'aideras à prendre rendez-vous? Bien sûr. En fait, Chloé connaît quelqu'un qui se spécialise dans les évaluations cognitives. Ça a l'air merveilleux. Je vous fais entièrement confiance à tous les deux. Le mensonge venait facilement maintenant. Parce que la confiance, j'étais en train de l'apprendre, n'était qu'un autre mot pour munition quand on préparait une guerre. Le docteur Chloé Thibault avait des yeux bienveillants et une voix douce, mais je pouvais voir le calcul derrière sa chaleur professionnelle dès les 5 premières minutes de notre rendez-vous. Chloé était assise à côté de moi dans le bureau exigu, jouant le rôle de la belle-fille concernée avec une précision digne d'un Oscar. « Madame Moreau », dit le docteur Thibault, en examinant les notes que Chloé avait manifestement fournies à l'avance. « Votre famille s'inquiète de certains problèmes de mémoire que vous rencontrez. » Je tripotais la lanière de mon sac à main, laissant mes yeux parcourir la pièce nerveusement. Je suis parfois confuse. Hier, je ne me souvenais plus si j'avais payé ma facture d'électricité. « Ça doit être effrayant !» dit le docteur Thibault, son ton soigneusement neutre. Mais j'ai surpris le regard qu'elle a échangé avec Chloé. Rapide, professionnel, confirmant. Chloé se pencha en avant. Elle a du mal à gérer ses finances. La semaine dernière, elle m'a posé 3 fois la même question sur un relevé bancaire. Et elle est méfiante ces derniers temps, pensant que les gens essaient de profiter d'elle. L'ironie était si parfaite que j'ai failli sourire. Au lieu de cela, je laissai mon visage se crisper légèrement. « Je ne veux pas être un fardeau. »« Tu n'es pas un fardeau, Eliane, » dit Chloé, me serrant la main avec une chaleur fabriquée. « Nous voulons juste nous assurer que tu es en sécurité. » Le docteur Thibault me demanda de faire une série de tests cognitifs, de l'arithmétique simple, à laquelle je répondis délibérément, lentement et avec hésitation. Le rappel de noms, où j'oubliais les noms de voisins que je connaissais depuis des années. Le dessin d'une horloge, que je fis légèrement de travers. Pas assez pour suggérer une déficience grave, mais assez pour soulever des drapeaux. La performance était épuisante. Chaque instinct me criait de montrer mes véritables capacités, de démontrer que j'étais vive, alerte, pleinement compétente. Mais la voix de Catherine résonnait dans mon esprit. Plus ils pensent avoir ferré, plus ils créeront de preuves de leurs propres crimes. « Madame Moreau » dit le docteur Thibault, après 45 minutes de manipulation minutieuse. « J'aimerais programmer quelques rendez-vous de suivi. En attendant, il pourrait être bénéfique d'avoir quelqu'un pour vous aider dans les décisions financières complexes. » Chloé vibrait presque d'une excitation contenue. « Lucas et moi sommes heureux de l'aider pour tout ce dont elle a besoin. C'est très généreux de votre part. Madame Moreau, seriez-vous à l'aise avec le fait que votre fils vous assiste pour vos opérations bancaires et le paiement de vos factures ?» Je les regardais avec les grands yeux de quelqu'un dépassé par ses propres limites. « Si vous pensez que c'est le mieux... » Les papiers que Chloé produisit étaient déjà préparés. Procuration, autorité de décision médicale, accès à mes comptes pour ma propre protection. Je les signais d'une main légèrement tremblante, m'assurant que ma signature était juste assez différente de celle habituelle pour être remise en question plus tard si nécessaire. En quittant le bureau du docteur Thibault, le masque de Chloé glissa un bref instant. Le sourire qu'elle m'adressa était triomphant, prédateur. Elle pensait avoir gagné. Elle n'avait aucune idée que Catherine Lambert nous suivait à bonne distance, documentant tout, ou qu'Evelyne Chartier était déjà chez moi, installant des caméras de sécurité supplémentaires, ou que mon véritable avocat, maître Kyle Leroy, préparait une contre-attaque juridique qui les détruirait tous les deux. « Eliane » dit Chloé alors que nous marchions vers la voiture. « Je sais que ça fait peur, mais tu fais ce qu'il faut. Lucas et moi prendrons si bien soin de toi. Je sais que vous le ferez, dis-je doucement. Et je le savais. Je savais exactement quel genre de soins ils avaient l'intention de fournir. Ce soir-là, Lucas arriva chez moi avec une mallette pleine de documents et un ordinateur portable. Il avait agi vite, plus vite que Catherine ne l'avait prédit. La procuration n'avait même pas 24 heures, et ils mettaient déjà en œuvre leur plan final. « Maman, j'ai examiné tes finances, » dit-il en étalant des papiers sur la table de ma salle à manger.
Il y a de sérieuses préoccupations. Je m'assis en face de lui, les mains jointes, l'image de la confusion sénile. Quel genre de préoccupation? Eh bien, tu as beaucoup trop d'argent qui dort sur des comptes à faible rendement. Et certains de ces choix d'investissement n'ont pas de sens pour quelqu'un de ton âge. Il sortit des formulaires que je n'avais jamais vus. Je pense que nous devrions déplacer la plupart de tes économies vers des placements plus conservateurs. Ce qu'il voulait dire, bien sûr, c'était de déplacer mon argent sur des comptes que lui et Chloé contrôlaient. Les investissements conservateurs étaient probablement leurs propres comptes bancaires ou des actifs facilement liquidables. « Si tu penses que c'est le mieux, dis-je, je fais confiance à ton jugement. » Le sourire de Lucas me rappela l'expression de Pierre quand il pensait s'en être tiré avec quelque chose de particulièrement malin. « J'aurais besoin que tu signes quelques autorisations de virement. » Je pris le stylo qu'il m'offrit, laissant ma main trembler légèrement, en signant mon nom sur des documents qui m'auraient rendue indigente. Chaque signature était un clou de plus dans leur cercueil. L'équipement d'enregistrement de Catherine capturait tout, et mon véritable avocat avait déjà des copies de ce qu'il pensait être des transactions secrètes. « Il y a encore une chose, maman. » Le ton de Lucas devint doux, apologétique. « Chloé et moi pensons qu'il serait préférable que tu ne discutes pas de tes finances avec qui que ce soit d'autre. Certaines personnes pourraient essayer de profiter de ta situation. » L'isolement final. Me couper de toute perspective extérieure qui pourrait remettre en question leurs actions. « Mais et Evelyne? Elle demande parfois de mes nouvelles ?» Evelyne Chartier. Lucas fronça les sourcils. « Maman, c'est une fouineuse. Et honnêtement, elle n'est probablement pas beaucoup plus vive que toi à son âge. Il vaut mieux garder les affaires de famille privées. » J'acquiesçais docilement. « Tu as probablement raison. » Mais alors que Lucas remballait sa mallette, je pensais à l'intelligence vive d'Evelyne, à sa planification minutieuse, à son réseau de contacts qui l'avait aidé à détruire les personnes qui avaient essayé de la détruire. Je pensais à l'équipement de surveillance et au dossier de preuve de Catherine. Je pensais à la promesse de mon véritable avocat que lorsque nous contre-attaquerions, ce serait dévastateur et permanent. « Lucas, » dis-je alors qu'il se préparait à partir. « Est-ce que ce serait d'accord si Chloé s'occupait de mes rendez-vous médicaux à partir de maintenant? Je suis tellement confuse avec les plannings. » Son visage s'illumina. Le contrôle médical était la dernière pièce de leur puzzle. La capacité de me faire déclarer inapte quand ils en auraient pensé besoin pour accélérer leur calendrier. Bien sûr, maman. Chloé serait ravie de s'en occuper. Après son départ, je m'assis dans mon salon et j'attendis. À 22 heures précises, mon téléphone vibra. « Evelyne, ils ont mordu à l'hameçon. Catherine a tout enregistré. Es-tu prête pour la phase 2, Eliane? » « Plus que prête, Evelyne. »« Bien. Demain, Chloé commencera à prendre des rendez-vous médicaux pour toi. Nous surveillerons chaque mouvement. N'oublie pas, tu n'es plus la victime. Tu es la chasseresse. » La phase 2 a commencé le lendemain matin, lorsque Chloé a appelé pour programmer mon rendez-vous de suivi avec le docteur Thibault. Mais elle a également programmé autre chose. Un rendez-vous avec un gériatre psychiatre, le docteur Morgan Lambert, spécialisé dans les évaluations de compétences. Les recherches de Catherine avaient à me révéler le schéma du docteur Lambert. Il validait les déclarations d'inaptitude pour les familles qui payaient ses honoraires et ne posait pas de questions embarrassantes. Chloé l'avait trouvé via un forum en ligne pour les aidants, confrontés à des parents âgés difficiles. Le rendez-vous était fixé à vendredi, dans 3 jours. Dans 3 jours, il prévoyait de me faire déclarer mentalement inapte, ce qui rendrait toutes leurs manœuvres financières légalement inattaquables. Mais je n'allais pas attendre 3 jours. Mercredi soir, j'ai appelé Lucas avec ce que j'espérais être un ton de panique. « Lucas, quelque chose de terrible est arrivé. Je pense que quelqu'un est entré par effraction dans la maison. » Il est arrivé en quelques minutes. Chloé le suivait, avec son visage inquiet déjà en place. « Que s'est-il passé, maman ?» demanda Lucas en regardant autour du salon. « Je suis rentrée des courses et des choses avaient été déplacées. Des papiers sur mon bureau étaient en désordre. Je pense que quelqu'un a fouillé dans mes documents financiers. »
J'observais attentivement leur visage. L'inquiétude de Chloé semblait sincère, mais les yeux de Lucas s'étaient aiguisés, avec quelque chose comme de la suspicion. « As-tu appelé la police ?» demanda Chloé. J'avais trop peur. Et s'il revenait ? Lucas et Chloé échangèrent un regard. « Maman, » dit lentement Lucas. « Es-tu sûre que quelqu'un était réellement là ? Parfois, quand on est stressé, on peut imaginer... » « Je n'imagine rien, » lançai-je, laissant une véritable colère s'infiltrer dans ma voix. « Quelqu'un était dans ma maison. »« Bien sûr, apaisa Chloé. « Nous te croyons, mais peut-être que cela signifie que tu ne devrais plus vivre seule. » Voilà, la suggestion que j'attendais. « Que veux-tu dire ?»« Eh bien, » dit Chloé, jetant un coup d'œil à Lucas pour obtenir son soutien. Il y a de très belles résidences pour personnes âgées à proximité. Des endroits où tu serais en sécurité, où les gens pourraient te garder un œil sur toi. Mais c'est ma maison. Je sais, maman, dit doucement Lucas. Mais si tu n'es pas en sécurité ici, je laissai mes épaules s'affaisser en signe de défaite. Si vous pensez que c'est le mieux... Ils étaient tellement concentrés sur ma capitulation apparente qu'ils n'ont pas remarqué le petit appareil d'enregistrement qu'Evelyne m'avait aidé à planter sous la table basse. Ils n'ont pas vu l'objectif de la caméra de Catherine pointé à travers la fenêtre de la cuisine. Ils étaient si certains de leur victoire qu'ils avaient cessé d'être prudents. « On pourrait commencer à visiter des endroits demain, » dit Chloé avec empressement. « Juste pour voir ce qui est disponible. »« En fait, » dit Lucas, « je pense que nous devrions agir plus vite. Si maman a des épisodes paranoïaques à propos d'effraction, elle n'est peut-être pas en sécurité ici, même une nuit de plus. » Chloé acquiesça sérieusement. « Je pourrais rester ici ce soir, m'assurer qu'elle va bien. Et demain nous pourrions visiter cet endroit que j'ai trouvé en ligne. La Chênaie Dorée. Ils ont des disponibilités immédiates. La Chênaie Dorée. Catherine avait déjà fait des recherches. Un établissement réputé pour lourdement sédater les résidents et les isoler de tout contact extérieur. L'endroit parfait pour entreposer un parent âgé gênant, tout en liquidant ses actifs. « Ça a l'air cher, » dis-je faiblement. « Ne t'inquiète pas du coup, maman, » dit Lucas. « Tu as beaucoup d'argent. On s'assurera que tu reçoives les meilleurs soins. Avec mon argent, dans un établissement qui me garderait droguée et docile, pendant qu'il dépenserait tout ce pour quoi j'avais travaillé pendant 40 ans. Mais alors que j'acceptais de visiter la Chênaie Dorée le lendemain matin, je ne pensais plus à leur trahison. Je pensais à la justice. Une justice froide, calculée, permanente. Parce que demain, alors qu'ils penseraient ne finaliser mon emprisonnement, Catherine Lambert présenterait ses preuves au bureau du procureur. Demain, alors qu'ils célébreraient leur victoire, des mandats d'arrêt seraient émis contre eux. Demain, ils apprendraient ce que ça faisait de voir leur monde détruit par quelqu'un qu'ils avaient sous-estimé. Je leur souris à tous les deux. Un sourire tremblant et reconnaissant, d'une vieille femme reconnaissante pour les soins de sa famille. « Je ne sais pas ce que je ferais sans vous, » dis-je, et pour la première fois depuis que tout cela avait commencé, je le pensais complètement. Le jeudi matin arriva gris et froid, assorti à mon humeur alors que je me préparais pour ce que je savais être le dernier acte de cette performance élaborée. Je m'habillais avec soin. Un gilet moutarde qui me donnait l'air fragile. Des chaussures confortables qui suggéraient une instabilité. Un maquillage minimal pour renforcer l'impression de déclin. Dans 2 heures, Lucas et Chloé arriveraient pour m'emmener à la Chênaie Dorée, pour ce qu'ils croyaient être une visite préliminaire. Ils n'avaient aucune idée qu'à ce moment même, l'inspectrice Dubois examinait les dossiers de preuves de Catherine, ou que des mandats étaient en préparation, ou que leur château de mensonges, soigneusement construit, était sur le point de s'effondrer autour d'eux. Mon téléphone sonna à 8 heures précises. « Eliane, c'est Catherine. Tout est en place. Êtes-vous prête ? » Je suis prête depuis le moment où j'ai trouvé ce faux testament dans mon sac. N'oubliez pas, une fois que nous aurons commencé, il n'y aura pas de retour en arrière. Êtes-vous absolument certaine que c'est ce que vous voulez ? Je pensais aux 3 derniers jours, à regarder mon fils et ma belle-fille
planifié ma destruction avec une telle efficacité désinvolte. La façon dont Chloé avait souri en discutant de mon état mental déclinant. L'empressement dans la voix de Lucas quand il décrivait les transferts financiers qui me laisseraient sans le sou. Ils ont fait leur choix quand ils ont décidé que j'étais sacrifiable, dis-je. Maintenant, ils vont vivre avec les conséquences. À 9h30, Lucas frappa à ma porte. Il avait l'air fatigué, stressé. La pression d'orchestrer une fraude complexe pesait apparemment sur lui. Chloé se tenait derrière lui, tenant un dossier rempli de brochures et de formulaires d'admission de la Chênaie Dorée. « Prête à y aller, maman ?» demanda Lucas, sa voix artificiellement joyeuse. Je crois que oui. Je laissais l'incertitude colorer mes mots. Je ne suis toujours pas sûre de tout ça. C'est juste une visite, dit Chloé en douceur. Juste pour voir comment c'est, sans pression. Mais les formulaires d'admission dans son dossier racontaient une autre histoire. Les recherches de Catherine avaient tâché révélé que Chloé avait déjà versé un acompte, signé des documents préliminaires et pris des dispositions pour que mes affaires soient déménagées cet après-midi. Il ne planifiait pas une visite. Il planifiait une reddition permanente de ma liberté. Alors que nous traversions la ville, je regardais les rues familières défiler et je me demandais si Lucas ressentait la moindre culpabilité. C'était le quartier où je l'avais élevé, où je l'avais conduit à ses entraînements de foot et à ses leçons de piano, où j'avais célébré ses anniversaires et ses remises de diplômes. Est-ce qu'un de ces souvenirs comptait pour lui maintenant? L'établissement a un jardin magnifique, dit Chloé depuis le siège avant, consultant ses brochures. Et ils ont des activités tous les jours. Du bingo, de l'artisanat, des soirées cinéma. Des activités conçues pour garder les résidents dociles et distraits pendant que leur famille pillait leurs biens. J'avais lu les recherches de Catherine sur la Chênaie Dorée. Personnel en sous-effectif, résidents surmédicamentés, famille qui rendait visite de moins en moins souvent jusqu'à ce que tout contact cesse. « Ça a l'air bien », dis-je faiblement. Lucas croisa mon regard dans le rétroviseur. « Maman, je sais que c'est difficile, mais on fait ça parce qu'on t'aime. » L'amour. Le mot semblait obscène venant de lui. Mon téléphone vibra avec un SMS. Je le regardais, gardant l'écran hors de leur vue. Evelyne. Les unités sont en position. 20 minutes. 20 minutes avant que l'inspectrice Dubois et son équipe n'attendent à la Chênaie Dorée avec des mandats d'arrêt. 20 minutes avant que Lucas et Chloé ne découvrent que leur fraude soigneusement planifiée était sous surveillance depuis des semaines. « Eliane ?» Chloé se retourna sur son siège. « Tu es devenue silencieuse. Comment te sens-tu ? » « Juste nerveuse, » dis-je. « Tout va si vite. C'est compréhensible, » dit-elle avec une fausse sympathie. Le changement fait peur à notre âge. Notre âge. Comme si Chloé, à 28 ans, avait la moindre idée de ce que signifiait vivre 6 décennies de travail et de sacrifice pour se le faire voler par des gens en qui vous aviez confiance. Nous nous sommes garés sur le parking de la Chênaie Dorée, à 10 heures précises. Le bâtiment avait l'air assez agréable de l'extérieur. Briques rouges, aménagement paysager bien entretenu, signalisation joyeuse. Mais je pouvais voir à travers la façade maintenant, de la même manière que j'avais appris à voir à travers les sourires inquiets de Chloé et la routine solaire de Lucas. « Ça a l'air charmant, n'est-ce pas ?» dit Chloé alors que nous marchions vers l'entrée. « Très joli !» approuvai-je, notant les voitures de police banalisées positionnées à des points stratégiques autour du parking. La camionnette de surveillance de Catherine était garée de l'autre côté de la rue, déguisée en véhicule utilitaire. La réceptionniste, Madame Stella, nous accueillit chaleureusement. « Vous devez être Madame Moreau. Nous vous attendions. » Lucas sourit. « Oui, nous aimerions faire visiter les lieux à ma mère, discuter des options de soins. Bien sûr, laissez-moi appeler quelqu'un pour vous faire la visite complète. » Mais avant que Madame Stella ne puisse décrocher son téléphone, l'inspectrice Dubois entra par les portes principales, suivie de 3 officiers en uniforme. Lucas Moreau, Chloé Moreau. La voix de Dubois était professionnelle, maîtrisée. « Vous êtes tous les 2 en état d'arrestation pour abus de faiblesse, fraude et faux,
et usage de faux. La couleur quitta le visage de Lucas. Chloé fit un pas en arrière, sa bouche s'ouvrant et se fermant sans un son. « Il doit y avoir une erreur, » dit Lucas, la voix tremblante. « Nous sommes ici pour visiter des maisons de retraite avec ma mère. »« Aucune erreur, » dit Dubois en sortant des menottes. « Lucas Moreau, vous avez le droit de garder le silence. » Je regardais le visage de mon fils, alors que la réalité s'abattait sur lui. Confusion, peur, puis quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant. Une panique pure et désespérée. « Maman !» dit-il en se tournant vers moi avec des yeux fous. « Maman, dis-leur que c'est absurde. Dis-leur qu'on t'aidait. » Je le regardais longuement. Cet homme de 35 ans qui avait été prêt à détruire ma vie pour de l'argent. Mon fils qui m'avait manipulé, isolé, et avait prévu de m'entreposer dans cet établissement pendant qu'il dépensait tout ce que j'avais gagné. « Vous vous aidiez vous-même, » dis-je tranquillement. L'arrestation de Chloé fut plus désordonnée. Elle se débattit, hurlant à la violation de ses droits et aux fausses accusations, jusqu'à ce que les officiers doivent la maîtriser physiquement. Le masque était finalement tombé complètement, révélant la prédatrice calculatrice en dessous. « Espèce de vieille salope sénile !» me cria-t-elle, alors qu'on la conduisait vers la voiture de police. « Tu ne sais même pas ce que tu fais. Tu as besoin de nous. » Les mots résonnèrent sur le parking, et je sentis quelque chose en moi se mettre en place. Toute culpabilité maternelle que j'aurais pu nourrir à l'idée de détruire la vie de mon fils s'évapora à cet instant. Alors que les voitures de police s'éloignaient, Catherine Lambert s'approcha de l'autre côté de la rue. « Comment vous sentez-vous » demanda-t-elle. Je réfléchis à la question. Comment je me sentais? Pas triomphante, exactement. Pas soulagée. Quelque chose de plus profond que ces deux émotions. « Libre », dis-je finalement. Pour la première fois en 2 ans, je me sens complètement libre. Catherine sourit. Le procureur dit qu'ils ont assez de preuves pour de multiples condamnations criminelles. Avec les montants en jeu et la nature systématique de la fraude, ils risquent une peine de prison importante. Bien. Evelyne Chartier sortit de la camionnette de Catherine, se déplaçant avec la dignité prudente de quelqu'un qui avait mené cette bataille auparavant et avait gagné. « Eliane », dit-elle en prenant mes mains dans les siennes. « Comment tenez-vous le coup ?»« Mieux que je ne l'espérais. » Je regardais de nouveau vers la Chênaie dorée, où Madame Stella essayait probablement encore de comprendre ce qui venait de se passer dans son hall. « Je suppose que je devrais annuler ma visite. » Evelyne rit, un son comme des clochettes d'argent. « Je pense que c'est sage. J'ai une meilleure suggestion. »« Laquelle ? » ?»« Venez déjeuner chez moi. Je fais une excellente soupe, et je pense que nous avons de la planification à faire. » De la planification. Catherine et Evelyne échangèrent un regard. « Eliane, » dit doucement Evelyne, « vous n'êtes pas la seule personne âgée à être victime de membres de sa famille. Catherine et moi travaillons ensemble depuis 2 ans maintenant, montant des dossiers, recueillant des preuves, arrêtant ces prédateurs avant qu'ils ne puissent détruire plus de vies. Vous voulez que j'aide ? Nous voulons que vous y réfléchissiez, » dit Catherine. « Vous avez une perspective unique maintenant. Vous avez été à l'intérieur de leur méthodologie. Vous comprenez comment ils opèrent, et vous avez prouvé que vous pouvez les déjouer. Je pensais à la semaine passée, à la performance que j'avais donnée, à la réflexion stratégique qui avait conduit à leur chute. Je pensais à d'autres Eliane, confuses, isolées, lentement assassinées par les personnes en qui elles avaient le plus confiance. Que devrais-je faire ? Le sourire d'Evelyne était vif et satisfait. Exactement ce que vous venez de faire. Infiltrer, recueillir des preuves et nous aider à mettre ces salauds en prison là où est à leur place. 2 mois plus tard, j'étais assise dans mon bureau. Vraiment mon bureau maintenant. Pas l'endroit où Lucas avait autrefois trié mes papiers privés, examinant les dossiers de cas pour l'agence d'investigation de Catherine. La maison semblait différente, plus propre en quelque sorte, comme si le retrait de la présence de Lucas et Chloé avait enlevé un poids des murs mêmes. Les accusations contre eux avaient contenu. Lucas a plaidé coupable d'abus de faiblesse et de fraude, écopant de 3 ans de prison et d'une ordonnance de dédommagement complet. Chloé
qui avait maintenu son innocence malgré des preuves accablantes, a été jugé et a reçu 5 ans. J'avais récupéré la plupart de mon argent volé, bien que le coût émotionnel de leur trahison ne puisse être quantifié en euros. Ce qui m'a surprise, c'est le peu de chagrin que je ressentais à propos de leur emprisonnement. Ils avaient fait leur choix avec des yeux clairs et une cruauté calculée. Maintenant, ils vivaient avec les conséquences. Mon téléphone sonna, interrompant mon examen d'une affaire impliquant un homme de 70 ans dont le petit-fils volait systématiquement ses chèques de pension. « Eliane, c'est Catherine. Nous avons une nouvelle affaire, et je pense que tu serais parfaite pour ça. Raconte-moi. » Une veuve de 82 ans à Orléans. Sa fille et son gendre l'ont convaincue qu'elle souffre de démence, ont pris le contrôle de ses finances et prévoient de vendre sa maison pour la placer dans un établissement. Les voisins sont inquiets. À quel point inquiets? Assez inquiets pour nous engager. Assez inquiets pour croire qu'elle est piégée, exactement comme vous l'étiez. Je regardais autour de mon bureau, les documents de placement récupérés, les photos de famille restaurées, les preuves d'une vie reconquise. Puis je regardais le dossier devant moi, la photo d'une autre personne âgée qui avait besoin de quelqu'un pour se battre pour elle. « Quand commençons-nous » demandai-je. Le rire de Catherine était chaleureux et satisfait. « J'espérais que tu dirais ça. On commence demain. » Je raccrochais et me dirigeais vers la fenêtre de ma cuisine, regardant le pavillon d'amis où Lucas et Chloé avaient planifié ma destruction. Il était vide maintenant, nettoyé et prêt pour la suite. Evelyne apparut dans son jardin, me faisant un signe de la main à travers nos cours attenantes. Elle était devenue plus qu'une alliée. Elle était devenue la famille que j'avais choisie, le système de soutien que j'avais construit sur une confiance gagnée plutôt que sur des liens de sang. À 62 ans, j'ai découvert quelque chose que je n'aurais jamais attendu, que le fait d'être sous-estimée était l'arme la plus puissante que je possédais. Que paraître faible tout en étant forte était une forme de camouflage qui me rendait presque invisible aux prédateurs jusqu'à ce qu'il soit trop tard pour qu'ils s'échappent. Mon fils et ma belle-fille m'avaient appris que la famille pouvait être les ennemis les plus cruels, mais Evelyne et Catherine m'avaient sain démontré que des alliés pouvaient devenir la famille la plus loyale. Je souris et fis un signe de la main à Evelyne. Puis je retournai à mes dossiers. Il y avait du travail à faire, une justice à rendre et des prédateurs à chasser.